Bienvenue à tous, nouvel épisode d'Envergure. On va parler de la sensation française du moment. Je ne veux pas parler de Barbara Pravi, l'interprète de l'Eurovision 2021 qui va nous représenter, nous la France, mais bel et bien de Yohan Makoundou, le joueur de Cholet. Sur cette magnifique introduction, je vais lancer le générique et accueillir tous les chroniqueurs. Allez, c'est parti. On fait des podcasts comme dans les années 70, vous avez vu. Donc Romain est là. Bienvenue Romain. On ne parle pas de podcast, mais peut-être de Radio Crochet, on en est presque là. Oui, c'est ça. La chance aux chansons. Romain, Manu, Alan, Salut. également ici. Salut. Et le spécialiste territorial venu de la Data Team. Je ne sais pas si on doit encore l'appeler la Data Team. J'ai envie de s'appeler les spécialistes régionaux, justement. Non, alors, si je peux me permettre, les spécialistes des territoires, pour garder une... Oui, voilà. c'est vrai, tu as raison. Les territoires sont importants. Il faut associer les territoires. Et donc, Pierre est avec nous. Salut tout le monde. Salut Pierre. Salut. Alors, Yohan Makoundou, on explique rapidement, mais il a explosé au mois de janvier. C'est assez simple. Avant, c'était un prospect français. Donc il est né en 2000, c'était un prospect français, j'allais dire comme un autre, non pas comme un autre, un peu plus athlétique sans doute, mais voilà, qui n'avait pas percé, et là d'un coup, il est arrivé au premier plan, et il commence à faire un petit peu de bruit, parce qu'il est athlétique, parce qu'il est grand, enfin pour plein de raisons qu'on va vous détailler dans ce podcast, donc on va voir si, il a des chances à la draft, quels sont ses points forts, ses points faibles, et pour une présentation assez rapide, je vais demander évidemment à Romain, qui a en plus joué contre lui. Strasbourg a joué 2 fois pendant le mois de janvier où il était un peu chaud. C'est exactement ça, on l'a joué 2 fois au mois de janvier. On l'a joué une première fois en Coupe de France, que je retrouve la date, ça devait être le 9 janvier de mémoire, où il sortait quasiment de son plus, j'allais dire, de son match en carrière récent le plus convaincant contre la sémillante équipe du Tsmoki Minsk, où il avait passé je crois un petit 18,9 rebonds, dont 3 rebonds off, de manière assez propre. Contre nous, sur ce match-là, il a starté, mais finalement, c'était un joueur sur lequel on avait eu un focus un petit peu particulier, parce qu'on a une équipe qui était assez forte au rebond, c'était un joueur à contenir. Donc contre nous, il est un petit peu resté en demi-teinte, c'est finalement le match le plus, comment dire, le moins efficace qu'il ait eu ces derniers temps, c'est contre nous, puisqu'en fait, ça mis à part, il a enchaîné. Donc je vais vous faire un rapport chiffré. Graveline, 22 minutes, 14 points, 7 rebonds. Contre nous, en match de championnat, il y a un petit peu plus, il y a une petite semaine, 19 points, 5 rebonds en 23 minutes. Et en Coupe d'Europe, donc Minsk, 18 points, 9 rebonds. Et contre l'Apoel Holon, toujours en BCL, 27 minutes, 20 points, 8 rebonds. Donc, pour le présenter rapidement, c'est brut de décoffrage, mais brut, c'est brut quoi. C'est-à-dire que c'est plutôt brutal si on fait pas attention. C'est un joueur très athlétique, qui doit être à un petit peu plus de 2 mètres, il doit être à 2,02, quelque chose, 2,3, 2,4 peut-être. Ouais, il est listé à 6'9". Ouais, 6'9, qui nous fait un 2,5. on va le mettre à 2. Ouais, c'est entre 2,6 et 2,7 selon les sites. Ouais, on va le mettre à 2. On va le mettre à 2,5. Je le vois peut-être pas si long. On va le mettre à 2,5. Yanis Morin jouait pas, donc j'ai pas eu de. Puis on est assez undersized nous dessous, donc c'est vrai que c'était. Oui, c'est vrai. Pas de point de comparaison. C'est un peu ce qui fait notre charme. Mais c'est vraiment brut de décoffrage. C'est un joueur atypique par rapport au profil de poste 4 qu'on a aujourd'hui, parce que il n'a pas forcément une grosse capacité à tirer loin. C'est pas vraiment dans son ADN ni dans son jeu. C'est un joueur qui a de l'impact défensif, une vraie machine, un gros moteur, et puis qui en attaque tout ce qui va être au-dessus du cercle. En général, c'est assez facile pour lui. C'est un joueur qui joue vraiment au-dessus du cercle et qui est assez rapide, explosif et très dense. S'il y avait une limite aujourd'hui pour moi, ce serait plutôt dans la capacité à enchaîner des actions avec le ballon. C'est-à-dire que
tout ce qui va être poser la balle au sol et enchaîner, c'est pas forcément ce qu'il fait de mieux. Après, sur le tir extérieur, il tire peu. Son tir est pas forcément si dégueulasse que ça, parce que sur du catch and shoot, bon, il a rien mis aujourd'hui en Jeep Elite parce qu'il tire très peu, mais sur du catch and shoot à mi-distance, il est capable de tirer un petit peu la short corner, et j'ai le souvenir qu'il doit nous mettre deux tirs dans le short corner. Vraiment ouvert, si vous faites l'impasse, il va prendre le tir à 3, mais c'est pas aujourd'hui ce qui fait le mieux. C'est-à-dire que pour moi, il y a une vraie variable une vraie marge de progression de ce côté-là. Au demeurant, il est quand même à 71% au lancer, ce qui me laisse avoir un peu d'espoir sur cet aspect. Aujourd'hui, de manière brute, c'est un joueur qui est en championnat, bon, dans un contexte Choletais qui est pas forcément très facile ces derniers temps, où il a peu joué. Ses stats sont pas forcément très révélatrices de son impact, hein. Il a 15 minutes, 7 points. 75% à 2 points quand même en championnat, 70% à 2 points en BCL. Ça vous situe un petit peu l'efficacité du bonhomme près du cercle. Mais il faut tenir compte des stats sur le mois de janvier, je pense, pour lui, hein. Parce que ce qui s'est passé avant, Ouais, bien sûr. Cholet a un peu navigué à vue avec Covid, blessures, surcharge aux joueurs étrangers, etc., etc. Donc c'était pas forcément un contexte très simple pour un jeune Mm. joueur. Mais là aujourd'hui, il est installé dans la rotation. Il a starté les derniers matchs de manière très convaincante. Donc j'ai envie de dire pardon, tant mieux pour Cholet. Alors justement, le contexte, Pierre, qui t'intéresse de très près aux jeunes Français qui évoluent en Jeep Elite notamment, quel est son rôle dans l'équipe? Quel joueur il y a autour de lui? Euh, Qu'est-ce qu'on lui demande en fait? Ben là, il est en train de profiter de la dynamique qu'il y a eu à l'intérieur de la raquette chouletaise. En fait, il y a pas mal de joueurs qui arrivent, qui s'en vont, comme l'a dit Romain. Donc, il a profité en fait pour monter dans la rotation. Il gagne des minutes. En plus, en confirmant, il a la possibilité de jouer aussi une coupe européenne, donc en BCL. Et donc là, il essaye de s'imposer. Il est à la lutte pour être le meneur, pardon, le poste 4 titulaire. Voilà, il est en train de gagner sa place au fur et à mesure dans une équipe qui a pas forcément commencé la saison d'une bonne manière en Jeep Elite. Là, ils sont à 3-6 sur la saison. Ils sont sur le bas tableau, mais ils sont dans un championnat où ils sont à 2 victoires du premier qualifiable en playoff. Après, ils ont eu deux, Ouais, donc c'est serré. excuse-moi, ils ont eu 2 tournées de Covid, hein, donc ce qui explique un petit peu aussi le problème, ils ont un retard à l'allumage. Et là, ils bénéficient aussi à l'heure actuelle du fait que Christopher Horton, là, qui est à Gravelines et qui est revenu, est quand même pas dans une forme olympique, puisqu'il a été malade et ainsi de suite. Donc, il bénéficie à l'heure actuelle de ces minutes-là. C'est pour ça que le contexte aujourd'hui pour lui est quand même très favorable, malgré les difficultés relatives sportives choletaises. Malgré tout, je nuance, hein, on n'a pas tous le même nombre de matchs. Aujourd'hui, on en a joué 11, Cholet, on a joué je crois 2 de moins que nous. Ouais. Donc Cholet, vous leur mettez 2 victoires de plus, ils sont aux portes des playoffs, aux portes des 50% en termes d'équilibre. Donc c'est la situation sportive à l'instant T, je pense que elle est assez difficile à lire sur la Jeep Elite. Ce qui compte surtout, c'est le nombre de défaites qu'une équipe peut avoir, parce que c'est ce qui permet d'avoir une espèce de perspective d'une part, et puis d'autre part, il y a vraiment le cas particulier de l'effectif, où à l'heure actuelle, Horton n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, donc Yohan Makoundou en profite. Pour continuer dans le contexte qu'il y a autour de lui, quel genre d'intérieur, avec quel genre d'intérieur il va faire la paire en fait? On va l'aligner, il va jouer le plus de minutes. Là, il est. En fait, Cholet a un jeu où il n'y a pas effectivement pas de 4 au large. C'est un petit peu quelque part ils trouvent leurs espaces d'une autre façon. Il est essentiellement associé à Aaron Jones, qui est le poste 5, qui start en fait. Nanta Diarra joue plus forcément énormément. Bon, Fofana prend des minutes un petit peu en alternance. Et pareil, le temps de jeu a tendance à baisser. C'est-à-dire que si vous voulez mesurer à l'heure actuelle l'impact de Yohan Makoundou sur Cholet, sur le rendement, il suffit de regarder les minutes des gens qui habituellement jouaient sur le poste 4 ou qui pouvaient jouer en rotation sur le poste 4. Les deux premières entre guillemets victimes de sa montée en régime, c'est les minutes que Nanta Diarra n'a plus, que Vafessa Fofana n'a plus aujourd'hui, parce que le joueur aujourd'hui il est totalement rentable. Absolument. Alors, Peut-être qu'on peut ajouter autre chose. Pierre, tu voulais rajouter? Ouais,
il y a quelques stats avancées là qui sont quand même assez parlantes sur son efficacité à l'intérieur. C'est le premier de Cholet au pourcentage de rebond offensif et aussi le meilleur de son équipe pour le pourcentage de shoot bloqué et c'est le quatrième de la ligue. Avec devant lui, il a Shikoko et Morin. Donc ça place quand même le monsieur. Ça, ce sont les stats LNB dont tu nous Ouais. parles. Real Pas GM, Coupe d'Europe. Real GM les stats. Donc Ok, donc sur l'ensemble de la saison, Coupe d'Europe incluse. Ok. Justement, on va passer sur ces points forts qu'on a bien compris, finition, enfin cercle à cercle et protection du cercle, mais on peut un peu rentrer dans le détail. Manu, euh, qu'est-ce qu'il sait faire et qu'il va pouvoir faire à peut-être plus haut niveau, puisqu'il joue déjà en JP Elite et Coupe d'Europe, ce qui est pas mal, mais il a que 20 ans. Bah c'est la tare du cercle où il va être super intéressant. Je trouve que là-dessus, c'est vraiment son avantage et des deux côtés du terrain. Il est super intéressant, proche du cercle. Il n'est pas encore un très bon rim protector, mais c'est pas forcément son rôle non plus à Cholet. C'est pas ce qu'on lui demande le plus. Mais bon, pour moi, c'est vraiment ça, c'est sa capacité à être fort à l'intérieur, notamment en attaque. Et après, ce qui est intéressant chez lui, ça va être son potentiel, parce qu'il a plusieurs points qui peut vraiment améliorer et ça peut vraiment lui apporter des minutes au fil de sa carrière. Alors, de quoi tu parles précisément? Moi, sur ce qui peut améliorer, c'est notamment son shoot. Comme l'a dit Romain, il est assez intéressant sur le catch and shoot s'il est vraiment tout seul. Donc, il va en rentrer. Il prenait l'exemple de son match contre la SIG, où effectivement, il a un quart de terrain où il est vraiment tout seul, il sanctionne directement. Et là-dessus, s'il arrive à négocier de plus en plus, s'il a de plus en plus de ballons comme ça, dans ce rôle-là, je pense que ça peut tout de suite devenir une arme supplémentaire. Il va pouvoir écarter la défense et ensuite, justement, revenir sur son point fort qui est l'attaque du cercle. Et ça, c'est super intéressant. Sauf que, justement, à contrario, il va très très peu sur la ligne des lancers francs. Aussi seulement 14 tentatives en JP Elite et 10 en Champions League. Donc on dit qu'il est bon proche du cercle, mais au final, il provoque pas non plus beaucoup de fautes. Donc ça il peut aussi l'améliorer et ça va le rendre encore un plus meilleur. Donc ça c'est intéressant. J'aime bien aussi sa capacité à dunker dans le trafic. Il a pas peur de foutre des gros tomards s'il faut quoi. Même s'il y a deux joueurs devant lui, il va sauter, il va mettre le ballon en dedans quoi. C'est assez intéressant. Peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas trop de fautes, parce que les gens s'écartent. Ouais, ils s'écartent pas tout le temps, mais Il y a un truc que je dois nuancer, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le côté rim protector parce que aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être pas nécessairement sa force première. En revanche, je peux vous faire une capture d'écran de la tête d'un de mes joueurs qui s'est pris qui s'est pris un chest down sur la tête alors qu'il remontait. Il a un timing de contre, une utilisation du corps qui est super intéressante et croyez-moi, il ne compte peut-être pas beaucoup, mais il dissuade. Il dissuade vraiment. oui, Parce il a que des longs, parce qu'on ne le bouge pas, parce qu'on ne le bouge pas énormes. facilement. On le bouge pas facilement. Il a une vraie longueur, une vraie dimension et il monte vite. Après, Ouais. le fait qu'il provoque pas beaucoup de fautes, je suis assez d'accord avec toi. Seulement, c'est pareil, je vais nuancer un petit peu le truc, hein. Si tu regardes les matchs où il a eu des minutes, à une exception près, il est toujours allé à peu près correctement sur la ligne. Là-dessus, il faut savoir une chose, les jeunes joueurs en JP Elite comme en Pro B, pour avoir des coups de sifflet, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'ils prennent des coups. Ouais, c'est vrai. Les jeunes joueurs sont... Un peu comme en NBA. Ouais, les jeunes joueurs sont quand même très rarement ça. récompensés, chose que j'ai jamais compris, parce qu'à un moment ou à un autre, un joueur est un joueur, quel que soit son âge. Et moi là-dessus, c'est un petit peu quelque chose qui me gêne. Après, il va peu au cercle aussi, il va peu au cercle, pardon, il va peu sur la ligne aussi pour une autre raison. Il bénéficie beaucoup de la création de Rovat et de Stockton dans le jeu, comment dire, de Cholet. Il est parfois à la finition dans des situations où il va se retrouver seul dans du jeu sans ballon près du cercle, ou alors aller attraper des lobes à des moments où des mecs ne vont surtout pas chercher à monter pour pas être sur les photos. Donc, quelque part, il pourra aller plus sur la ligne, tout à fait d'accord, mais je nuance ça parce que aujourd'hui, il a eu quasiment plus de lancers à tirer
Sur les 2 derniers matchs de Jeep Elite, il en a tiré 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur les 6 matchs précédents, il en a tiré 5. Hmm. Oui, oui, il y a du Il a progrès. monté en régime. Peut-être que Vas-y, Manu, pardon. sur le côté ring protecteur, protection de cercle défensive, tu voulais peut-être aussi parler du côté être à l'heure dans les aides, quoi, puisque il y a pas que le timing de saut, on va dire. Il y a aussi la lecture défensive des aides à apporter, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, je suis d'accord avec Romain sur le fait qu'il a une super des longs bras déjà. J'aime bien ça. Je trouve que c'est Hmm. intéressant. Ça peut aussi le projeter à défendre un peu à l'extérieur. Même si des fois je trouve qu'il s'oublie un peu défensivement, il a tendance à se cacher derrière son défenseur. Que ce soit en attaque ou en défense, il sait pas trop où il est. Des fois, il est un peu perdu. Mais ça va venir. Hmm. Hein. J'écoutais sur un des matchs où le commentateur disait qu'au final, il a commencé le basket il y a seulement 5 ans. Donc il est encore en plein apprentissage. Donc ça laisse de beaux jours devant lui quand même. Hmm. Alan, je vais te donner la parole en utilisant une de tes expressions favorites. On parle là d'un joueur de bout de chaîne, de fin de chaîne. Ouais. Euh, Comment tu l'imagines plus haut? Qu'est-ce qui lui manque pour être efficace, je sais pas, dans une top team Euroleague, voire en NBA? Bah, le tir et savoir avec quel type d'intérieur il va jouer. Et ça va être, je pense, drivé par son tir en fait. Parce que plus en NBA, mais même en Euroleague maintenant, on sauf le Real Madrid qui des fois joue avec un spacing quelque peu douteux. Mais il y a, il y a que un non-shooter par équipe. Et je parle pas vraiment de réussite, mais je parle plus de volume en fait. Il faut il y ait 4 joueurs qui prennent des tirs Hmm. et qui refusent pas les tirs. Et en fait, si Makundu il prend pas de tirs, il devra jouer poste 5, je pense. Ou alors il devra jouer avec un poste 5 vraiment stretch, ce qui se fait en NBA comme Brook Lopez ou Maxi Kleber par exemple. Donc en fait, moi je pense qu'il faut vraiment qu'il travaille, c'est passer juste du tir extérieur sur du catch and shoot, sur du pick and pop, rien de plus. Je pense que c'est un vrai genre de fin de chaîne, comme tu l'as dit. Il est super vertical, il est super tonique, donc la finition proche du cercle. Moi, ce que j'aime surtout, c'est qu'il arrive super bien, j'ai l'impression, à se placer en transition pour être servi dans de bonnes conditions. Il suit le passeur ou alors il coupe la ligne au bon moment. J'ai l'impression qu'il comprend bien les situations sur du jeu rapide. Après, sur le jeu demi-terrain, des fois, il est placé un peu dans le match que j'ai vu contre l'équipe que mentionnait Romain. C'est une équipe biélorusse, je crois. Ouais, Ouais. biélorusse. Minsk. Ouais, c'est ça, l'équipe biélorusse. Il est souvent en fait dans le dunker spot, donc c'est-à-dire, comment expliquer, il est. Ligne de fond C'est ça, au bord de la raquette. Intersection raquette, ligne de fond. exactement, entre la ligne à 3 points et la ligne de lancer franc. La barre de lancer franc. Et donc en fait, là il est utile parce que s'il y a un décalage avant lui et que l'autre intérieur le voit, il est servi et lui avec sa capacité de finition, bah, il peut monter directement. Mais ça lui enlève des possibilités de se montrer sur du tir extérieur notamment. Je crois qu'il a dû prendre 20 paniers à 3 points sur la saison, Euh, même peut-être un peu moins. Mais bon, pour moi, c'est ça qui va vraiment tout driver sur Il lui. en a pris 8 en tout. Ouais, voilà. Hmm. Bon, C'est ça. Oui, il lui arrive d'en mettre un quand même. Ah non, il est pas, attention, il Alors, est pas, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. il est pas maladroit. Moi, c'est ce que j'avais bien écrit noir sur blanc à mes chers administrés là, avant qu'on aille jouer à Cholet. J'ai écrit noir sur blanc qu'il prendra les tirs ouverts spot-up. Il les prendra. On lui en Hmm. laisse peu en général, mais quand il les a, il les prend. Il n'a pas peur de les prendre. La difficulté, pour complémenter ce que dit Alan, c'est la capacité qu'il aura enchaîné à poser la balle au sol, à faire des choses, d'une part, et d'autre part, le fait il est très très limité sur sa main gauche. C'est-à-dire Hmm. qu'aujourd'hui, c'est un joueur, si vous l'envoyez à gauche ou si vous lui forcez à vraiment poser la balle au sol, qui peut être en difficulté, mais encore une fois, c'est ce que tu dis, ou je sais plus, c'est Manu qui disait tout à l'heure, je sais plus lequel de vous le disait, il joue depuis 5 ans. Il joue depuis 5 ans. Moi, je Hmm. l'ai, je l'ai beaucoup vu jouer en espoir il y a 2 ans, quand je suivais régulièrement et Kylian Hayes
et l'autre joueur de l'équipe, là, sur cette génération-là, il y a eu une progression qui est énorme. C'est un joueur qui, pour moi aujourd'hui, il peut jouer dans beaucoup d'équipes de Jeep Elite avec le même apport en termes de temps de jeu. Hmm. C'est intéressant. Un petit mot rapide, Romain, sur la gestuelle. Moi, même sur les 3 points qu'il a mis, j'ai trouvé ça un peu cata. Il y a les pieds qui partent n'importe où, etc. Qu'est-ce qu'il faut corriger en priorité? C'est pas simple, mais c'est toujours pareil. En France, en France, par rapport à d'autres pays, on a tendance à être sur un sport. Donc, si vous n'avez pas la chance de commencer le sport dans lequel vous évoluez jeune, déjà, il vous manquera toujours quelques petites choses. Et surtout, le fait de ne pas pouvoir diversifier forcément les pratiques quand on est plus jeune, ça implique des contraintes aussi parfois sur le plan moteur et méca. Donc, sur quoi commencer en premier? J'irai pas, je m'aventurerai pas sur le sujet parce que je l'ai vu shooter, mais sans vraiment creuser le sujet. Je pense qu'il y aura toujours de toute façon un retard qui est lié à l'heure actuelle au fait qu'il ait commencé de manière tardive, que les choses sont pas totalement fixées. Globalement, c'est surtout de la coordination et puis de la capacité à prendre les tirs. Vous avez des joueurs qui arrivent à un certain moment de leur carrière à mettre des tirs sans forcément être des esthètes au niveau gestuel. Le tout, c'est de réussir à équilibrer les choses et de répéter un geste qui soit le même tout le temps et quelles que soient les contraintes. Hmm. S'il arrive là-dessus, aujourd'hui, il n'a pas peur de prendre des tirs. Même à 2 points, short corner sur la ligne de fond, il est capable de prendre ces tirs-là aussi. Donc c'est pas aujourd'hui, c'est plus, je dirais déjà qu'est-ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis souvent, c'est les caractéristiques d'un joueur de haut niveau. Il fait ce qu'il maîtrise. Et Yohan Makoundou fait ce qu'il maîtrise. Il va pas se perdre sur des Hmm. choses qu'il maîtrise pas. Donc déjà, c'est Hmm. faire entrer le tir dans son jeu petit à petit. Après, de là à dire qu'on peut en faire à terme un mec à 38% 3 points, on va pas non plus s'enflammer, mais c'est un joueur, s'il approche des 30-32% déjà, et qu'il arrive à mettre un tir par match, il posera des problèmes en plus. Hmm. Ouais, Pierre, faut- vas-y ça Manu, peut pardon. aussi lui permettre justement d'attirer le défenseur, d'être une arme supplémentaire dans son jeu. Et ça, Non, enfin ce oui, sera ultime. oui, Enfin, c'est bénéfique pour son équipe aussi. Donc, oui, mais pour ça, il faut c'est qu'il du puisse poser la win-win. balle au sol. Pour ça, il faut qu'il puisse poser la Ouais, balle au sol. c'est vrai. Exactement. J'ai un C'est-à-dire, peu de mal là-dessus. si le Ouais. mec ne tire pas, si le mec ne tire pas naturellement et que tu n'as pas besoin de sortir vraiment, vraiment sur lui, que tu peux rester à 2 mètres, tu prends Oui, aucun risque avec lui. Si demain il est capable Hmm. de développer un premier pas et d'attaquer fort sur son dribble, même uniquement sur sa main droite, autrement que sur des lignes droites et des choses comme ça devient problématique. Si tu as le tir sans pouvoir poser la balle au sol, ça ne sert à rien. ouais, c'est Et bien. inversement. Hmm. Et Absolument. sur ce point-là, je sais pas si tu as vu le match contre Gravelines Romain, où 2 fois il a son vis-à-vis qui vient le presser vraiment 1 mètre au-dessus de la ligne à 3 points, et donc la première fois il se dribble sur le pied, et puis les 2 fois d'après il arrive à le dépasser sur son premier dribble et aller et après il a la raquette qui est pour lui, il va Tomar au bout quoi. Mais c'est parce que à ce moment-là, sur cette action-là, derrière, étant donné que Gravine vient très haut, il n'y a plus forcément grand monde derrière. Hmm. Je sais que dans les choses qu'on avait ciblées un petit peu, c'était autant que possible lui faire mettre la balle au sol. Dans des Pierre, spots où il sera pas à l'aise, où il n'y a pas d'espace. C'est les joueurs comme ça, c'est une force de la nature. Donc c'est des joueurs comme ça, si vous décidez une droite et de l'amplitude, y compris par il faut pas que des joueurs comme ça, il faut qu'ils aient une droite, il faut pas qu'ils puissent développer de la vitesse. Il y a des longues séquences qui développent de la vitesse et qui peuvent au CR, c'est terminé. Pierre, est-ce que tu peux me parler, on a évoqué des chiffres tout à l'heure, mais on n'a pas parlé un peu de son attitude et de ses qualités de rebondeur, qui sont importantes quand même à sa position. Est-ce que tu peux en parler? Ouais, donc il a des très bonnes stats. Moi, sur les quelques matchs que j'ai vus, j'ai pu voir qu'il a des moments où il oublie un peu quand même. Après, ça doit être normal à son âge et avec sa faible expérience. Oui, il peut être un peu attentif, observateur plutôt que vraiment impliqué à aller au box-out et suivre le ballon chaque fois. Mais sinon, c'est vraiment au rebond offensif où on sent qu'il a peut-être un peu plus d'appétence parce qu'il est capable, avec son envergure et sa détente, de pouvoir mettre des putbacks facilement. Ok, absolument. Est-ce qu'on peut basculer du coup, puisque c'est un joueur qu'on voit depuis peu de temps au niveau en Jeep Elite, sur
une attitude. Peut-être que Romain pourra nous en parler après, mais d'abord Pierre, est-ce que toi tu vois des drapeaux jaunes, drapeaux rouges, ou plutôt au contraire quelqu'un qui a une attitude positive sur le terrain et aussi quand il va s'asseoir, etc. Pour moi, pas de drapeau jaune ni rouge sur l'attitude. Il y a même, je pense, des signes encourageants. C'est sur son état d'esprit, son agressivité. Je me souviens de l'avoir vu pendant la Coupe du Monde, il me semble, en 2019 avec l'équipe de France, dans un match contre la Chine. Il n'a pas beaucoup joué pendant tout le championnat. Et sur toutes ses actions, il est vraiment à 110%. À chaque fois qu'il dunk, c'est une explosion. Il a l'air vraiment. J'ai l'impression qu'il a le drive, la motivation vraiment pour jouer au basket. Et dans les vidéos où on le voit s'exprimer, il est aussi très confiant. Il a l'air d'avoir vraiment les idées en place et d'être vraiment un garçon qui est bien formé. Alors, Romain, sur l'attitude, peut-être des choses que tu as pu voir qui sont pas sur des vidéos, quand vous l'avez joué, c'est une attitude professionnelle. Ouais, c'est pour un joueur de son âge qui découvre le haut niveau, j'en ai vu des plus agités globalement. Non, ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est-à-dire que parfois, comme le disait Pierre, c'est par séquence, c'est parfois un petit peu attentiste, ou c'est pas attentiste, mais c'est un petit peu passif. Mais voilà, c'est un petit peu lié au manque je dirais au manque de vécu basket aussi, mais c'est des choses qui gomment petit à petit. Moi, ce que je vois, et ce qui m'intéresse, c'est la réaction. C'est-à-dire que il joue pas pendant plusieurs matchs, et puis du moment où il se retrouve à jouer, bah, il est efficace. Au moins. Alors, anecdote, selon nos sources qu'on ne citera pas, en fait, le soir où il explose contre Minsk, puisque c'est ça qui s'est passé, euh, il devait être prêté À Évreux, le lendemain à Évreux. c'est ça. Et donc, ça peut expliquer aussi le côté réveil, le côté envie de tout péter. Alors, ça peut aussi ne pas l'expliquer, mais toujours est-il que du coup, l'équipe a changé d'avis et a décidé de le conserver. Donc, c'est quand même quelqu'un qui voilà, a su réagir au bon moment, Ouais, qui a su a réagir su au moment, et répondre puis présent. qui a répondu présent, et qui a prolongé un petit peu l'espoir de Cholet, de peut-être pouvoir se qualifier en BCL sur ce match-là, et puis sur ce qu'il a pu apporter. Non, non, moi, j'ai pas de red flag particulier concernant, ou par ce que j'ai entendu, ou par ce que j'en ai vu. Moi, je pense que c'est un joueur qui a bossé, qui a encore beaucoup besoin d'être accompagné. J'ai vu l'échange, ouais, avec l'échange Yacine Aouadi là, de Limoges, j'avais travaillé avec lui plusieurs fois sur un été, il me semble que c'était il y a 2 ans, on l'a fait bosser un petit peu à la demande de l'entourage, donc c'était pas inintéressant pour le gamin d'avoir pu avoir cette expérience. Et puis moi, tout ce qu'on m'en a dit jusque-là, c'est quasiment que du bien. Je connais plusieurs US passés par Cholet qui m'en ont dit du bien sur le bonhomme au quotidien, donc voilà, c'est tant mieux, encore une fois, tant mieux. Il faut des joueurs comme ça. Mm, absolument, et surtout à son jeune âge, hein, parce qu'on a le droit d'être foufou quand on est jeune, mais si on a la tête bien faite, c'est encore mieux. Manu, comment tu le projettes? Est-ce il est à combien d'années d'être un pro à peu près accompli? C'est hyper dur comme question, mais assez simplement, est-ce il faut qu'il se présente à la draft cette année? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut qu'il préfère l'Europe? Comment tu vois les choses? S'il continue comme ça, en termes de stade, de jeu, je pense qu'il faut qu'il tente sa chance, mais pour moi, il doit pas aller en NBA tout de suite. Il faut du stage au moins 2 ans pour qu'il Pour, continuer de s'aguerrir. Ça va être important pour lui d'être un peu couvé, et de trouver du temps de jeu, parce que s'il joue pas trop en NBA, s'il joue pas trop en G-League, ça va être compliqué d'avoir une progression, et ça va être compliqué d'avoir des minutes. Donc pour moi, il faut mieux qu'il reste en Europe. Pierre, toi qui couvres un peu l'Europe, le continent européen, euh, du côté des prospects, ce qui est important aussi de regarder, c'est de savoir s'il y a des profils similaires. Euh, Garouba est plus avancé que lui, et de toute façon plus jeune aussi, il sera pris plus haut. Mais après, sur les prospects qui pourraient être des candidats
je sais pas, une fin de second tour pour être justement en draft and stash. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient lui faire concurrence en Europe? Bah, il y a Khalifa dont on a parlé la semaine dernière, qui, Khalifa ouais, Diop? Ouais, le podcast dernier. pardon, excuse-moi, oui, pas du tout la semaine dernière, le podcast dernier. Euh, le et puis les jeunes qui sont du côté de Megalec, euh, eux ils ont la chance d'avoir un peu plus d'expérience, je pense au plus haut niveau national et aussi en ayant des compétitions européennes. Il a fait assez peu d'équipes de France aussi, vu qu'il a commencé assez tard. Donc je le mettrai pas, peut-être pas encore au même niveau que les autres prospects de sa génération. Il aura 21 ans l'année prochaine, donc il pourra encore se présenter. Euh, Ça me semble limite. Ça peut être un pari, peut-être, si sur la fin de la saison, il réussit vraiment à accumuler beaucoup de minutes, mais euh, Hmm. particulièrement en France, on sait que ça peut être. La saison, elle est très floue pour la suite de la saison. Ça va être une histoire de contexte, je pense. Mais pour moi, ça peut être vraiment un joueur qui l'année prochaine peut-être décoller, s'imposer dans un effectif soit de Jeep Elite, soit d'une équipe d'Eurocup et qui pourrait aller chercher des minutes et se faire bien voir par les scouts. Absolument. Euh, Alan, comment tu imagines, on aime bien, généralement les scouts aiment bien, les gens ont la cote, comme ça les late bloomers peuvent avoir la cote aussi quand même. Hmm. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai, très vrai ce qu'a dit Pierre c'était décevant de le voir faire qu'un gros match contre aller à la Coupe du Monde du 19, c'est le premier contre la Chine et après il jouait pas. Euh, c'est d'autres prospects français qui jouaient, ceux qui jouent au Mans. Euh, Kenny Baptiste, Kenny, Baptiste, ouais. Tennis, ça. Kenny Baptiste, ouais. Mais ouais, son profil de late bloomer, il est moins connu que des intérieurs qui sont un petit peu plus connus ou cotés. Des gars en Europe comme Amarcila, par exemple, qui joue Ouais, à Ostende cette année. au Ou, filou d'Ostende. exactement. Ou même Ariel Luc Porti, l'Allemand qui joue en Lituanie. Mais il est un peu plus vieux, mais il a moins. Si le fait d'être late bloomer nuance un peu le fait d'être plus âgé. Côté âge, ouais. C'est ça en fait. Ouais. L'âge c'est un chiffre, mais l'âge là où tu as commencé le basket, c'est aussi un âge important. Mais ouais, Hmm. moi je pense que je le drafterai, hein. Dans la deuxième partie du second tour, je pense que surtout si une équipe a plusieurs pics avec un stash, un peu comme ce qu'a fait Boston avec Madar, même si Madar était Ouais. bien plus évolué hein, que Makundu là où il était au moment de la draft. Mais ça peut être un joueur dans ce type-là. La chose qui peut être un peu plus problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'Européens qui se sont retirés de la draft 2020, qui jouent bien en Europe là cette année et qui vont, je Hmm. pense, y aller en 2021. Pierre parlait de Petrousev à Megalex, Zatis aussi, qui moi j'aurais Hmm. drafté. Il est retourné en Grèce, il joue au Pana et je crois que ça se passe pas trop mal. Et puis voilà, donc ça sera à voir. Joku Baitis aussi, mais lui ça sera plus haut, je pense. Oui, je crois que Kalaitzakis, ah non, c'est Rokkavopoulos qui a été nommé avec Makundu pour être meilleur espoir Ouais, je l'ai vu, de bah, je l'ai vu la en BCL BCL. Ouais. Ils justement. se sont affrontés, je crois que l'AEK était dans la même poule que Cholet, Hmm. si j'ai Et bonne mémoire. l'AEK sera dans la poule Exact. de la STIG au mois de mars. Voilà, Romain nous reviendra nous parler des prospects grecs. De Nicolas. Romain, une conclusion sur notre ami Makundu, s'il te plaît. Moi, je rejoins pas mal de propos. Je pense que le côté late bloomer peut plaire. Je pense également que, à mon avis, l'auto-éligibilité de l'an prochain, je crois, sans dire de bêtises, il me semble que c'est Non, l'année d'après, non, 2022. c'est pas l'année des 23 ans. 2022. ça, oui, exact, c'est 2022. L'auto-éligibilité de. Je m'y perds toujours un petit peu avec ça sur
les Ouais. années par rapport aux années de naissance, désolé. L'auto-éligibilité peut être quelque chose. Le côté stash, je pense que c'est intéressant aussi. Après, les arguments à faire valoir, et s'il devait passer, chose que je lui souhaite, parce que voilà, il n'y a pas de raison, sur du deuxième partie de deuxième tour, effectivement, ça peut être crédible. Ça peut être crédible. Et, À voir. et, et pour ma part, j'ajoute que on n'est pas là en train de. On pourrait nous accuser de ça, même si on n'a pas cette puissance médiatique, mais on n'est pas là en train de faire monter la sauce pour rien. C'est juste que le gars, il a fait un mois de janvier exceptionnel. On n'est pas en train de vous dire qu'il va aller poursuivre un NBA. On est en train de vous dire que s'il continue comme ça, il est possible qu'il y aille. Et Voilà. on Non, mais il y a peut des pas. pages Twitter Euh, américains qui en parlent. Donc, Ouais, c'est ça. Il y a hum, des gens qui suivent le compte, des gens assez, comment dire, assez clairs dans leurs propos et assez crédibles en général quand on parle à plusieurs reprises. Voilà, c'est inévitablement ces performances de janvier le mettent sur les radars. Il n'y a qu'à voir la com sur les réseaux sociaux de la DCL autour des joueurs. Apparemment, il y a quand même quelques joueurs intéressants dans le casting qui est proposé pour voter sur le mois de janvier. Alors, c'est certes une récompense individuelle, mais ça met en valeur le travail du joueur sur le mois de janvier. Donc c'est toujours intéressant. Après, on s'enflamme pas. Mais voilà, pour moi, une projection, s'il continue, qu'il reste constant et qu'il évolue, une projection sur du deuxième tour, deuxième partie tranquillement, c'est scandaleux, c'est même plutôt bien. Il est l'heure de clore le dossier Makundu. Merci à vous pour vos différentes analyses et on va passer à la chronique de surveillance des rookies, puisque Alan, tel Sauron, garde un œil sur le royaume et du coup va nous parler d'une leçon qu'on pourrait avoir à retirer en regardant jouer les rookies que nous suivions l'année dernière, donc pour la draft 2020. ouais, oh, je voulais parler, je t'en parlais avec toi, Alex, dernièrement, la mécanique. Parce que la mécanique de tir, c'est un truc qu'on aime bien disséquer, décortiquer. C'est un outil qui peut servir à projeter. Et tout comme le type de tir pris pour le shoot extérieur. Et si on regarde un peu le début de saison, bah, il y en a deux exemples de joueurs sur lesquels le tir pouvait être un doute. Ça l'était chez certains membres du site. Je pense que sur les deux joueurs dont je parlais, donc LaMelo Ball et Tyrese Haliburton, chaque membre du site avait au moins un doute sur un des deux shoots, un des deux joueurs en gros. Donc je pense que ça pouvait être soit sur LaMelo Ball, sa sélection de tir, ce qui se passait sur son bas du corps et le fait qu'il changeait tout le temps de mécanique. Et sur Tyrese Haliburton, je pense que c'était vraiment sur la mécanique pure qui faisait qu'il avait une difficulté à prendre des tirs en sortie de dribble. Et donc ça pouvait limiter un peu son potentiel. Donc je me suis un peu plongé dans les stats de type de tir pris et de réussite sur le début de saison qui sont disponibles sur NBA.com. Franchement, je conseille aux gens d'aller voir s'ils cherchent un peu des stats sur de la NBA. C'est assez, pour ceux qui n'ont pas les sites mastodontes comme Synergie, c'est pas trop mal. Et on se rend compte qu'en fait, les deux, dans des types de tirs différents et dans des contextes différents, mais qui peuvent un peu se rejoindre, j'expliquerai pourquoi, et ben le tir, ça se passe plutôt bien. La Melo, il est à 34% à 3 points, et il prend 70% à peu près de catch and shoot, donc 30% de tirs en sortie de dribble. C'est assez important pour un rookie. Et être à 34% de réussite à 3 points quand à peu près un tiers de tes tirs sont des tirs compliqués, des tirs en sortie de dribble, c'est vraiment pas mal. La mécanique, elle est ce qu'elle est, elle est un peu problématique pour dribble, mais force est de constater qu'il est quasiment 80% dans lancer franc et à 34% à 3 points. Donc c'est bien, surtout que son rôle change. Il est titulaire depuis 5 matchs. Il joue beaucoup avec Terry Rozier, il joue avec Gordon Hayward, il joue avec PJ Washington, mais même s'il a été un peu blessé. Et en fait, on voit que et ça va être pareil pour Haliburton quand il joue avec Fox, Bud Hield, Harrison Barnes, pour des rookies, être mis sur le terrain avec des joueurs qui sont, c'est bête, hein, mais forts au basket, ça aide. Ce qui n'arrive pas à Anthony Edwards notamment, qui joue avec des joueurs pas bons au basket. Euh, Tyrese Haliburton, lui, c'est différent. Il prend 93% de ses tirs à 3 points après une passe. Donc, il prend 9 de ses 10 tirs à 3 points qu'il prend.
c'est du spot-up ou du catch and shoot. Il doit y avoir une différence de définition, mais c'est pas en sortie de dribble. Et il est à 44% à 3 points. Donc en fait, on peut dire qu'Haliburton est un meilleur shooter que LaMelo Ball. Il est un meilleur shooter de spot-up, mais c'est un moins bon shooter de sortie de dribble. Mais en tout cas, c'est deux joueurs qui n'ont pas changé leur mécanique. Ils ont toujours la même mécanique. Qui avaient des résultats au lancer franc moyen plus, mais pas mal pour une mécanique aussi douteuse sur le tir. Et qui en fait se sont parfaitement incorporés dans un collectif qui arrive à vivre sans le tir. Ils n'ont pas besoin du shoot pour totalement peser. Quand on voit Haliburton, c'est un passeur très fonctionnel, un joueur qui fluidifie très bien les actions. LaMelo, on le savait, il crée énormément de passes sur du pick and roll. C'est pour moi déjà un des passeurs les plus créatifs de la ligue. Ils ont peu de déchets les deux. Ils jouent dans le clutch. Je pense que si on regarde un peu partout, c'est deux des favoris pour le titre de rookie de l'année. Mais en fait, c'était intéressant de voir que la mécanique n'est pas peut-être un frein dans le plafond potentiel du joueur, mais sur le plancher, on voit quand même que ce sont des joueurs qui ne seront pas cataclysmiques au tir. Haliburton, on savait qu'il ne serait pas cataclysmique au tir, mais on se demandait le type de tir qu'il prendrait, s'il ne serait pas unidimensionnel dans sa sélection. Là où LaMelo, il prenait des tirs un peu casse-route et de loin en Australie. Mais donc moi j'ai vraiment deux choses à retenir, c'est deux joueurs qui n'ont pas besoin du tir pour vivre. Ça je peux le dire après les 20 matchs en NBA, ce seront des joueurs de rotation sans un tir très fort. Et dans le type de tir qu'ils prennent, ils sont déjà malgré une mécanique pas bonne, moyen. Donc c'est déjà très intéressant pour eux. Donc la mécanique ne fait pas tout, c'est ce que aussi disait Romain tout à l'heure, à un moment donné, quand ça tombe dedans, ça tombe dedans. Et tant mieux. Et on a des contre-exemples de joueurs qui essayent de changer leur mécanique et ça ne fonctionne pas, quoi. Ouais. Jared Culver, Brandon Clark l'a rechangé, c'est complètement catastrophique et les pourcentages s'en ressentent. Donc c'est pas forcément une bonne idée. On avait grandi avec cette idée, peut-être en France, avec cette histoire de Tony Parker qui avait petit à petit bossé son tir, changé ses mécaniques, avec Chip Engeland à San Antonio. C'est peut-être plus un contre-exemple qu'un exemple. L'exemple de Kawhi Leonard également, pour un joueur qui est allé encore plus haut. Messieurs, merci beaucoup. Romain, Pierre, Manu, Alan. À vous qui écoutez, merci également. Est-ce que vous avez un message à faire passer, chers membres du podcast? Oui, je vois le Tour de 21 Nevada Break, 328 000 km. Mettez-vous sur le bord de la route, monsieur, quand vous téléphonez. Et couvrez-vous, il fait froid. Oui, alors il paraît que chez vous, moi je suis plus dans le sud de la France en ce moment, donc ça va, mais il paraît que chez vous il fait froid. Mais ceci dit, ce podcast paraîtra, il fera peut-être plus froid du tout. Et ce podcast réchauffera les gens. Exactement, les cœurs et les esprits. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt sur Envergure. Vous pouvez évidemment aller consulter les fiches des prospects sur envergure.co. Tous nos podcasts y sont. De nombreux articles, par exemple le dernier en date sur les prospects de G-League, écrit par Alan. Des scouting reports avec points forts, points faibles, points améliorés, bref, il y a plein de choses, plein d'informations, donc n'hésitez pas, envergure.co et nos arrobases sur Twitter et Instagram, c'est envergure-pod. À bientôt tout le monde et on vous fait des bisous.